Juste sous nos pieds, là, maintenant, il y a tout un réseau immense et complètement invisible de canalisation qui nous apporte l'eau, si essentielle à notre quotidien. C'est littéralement un des fondements de notre civilisation. Le problème, c'est qu'il vieillit. Alors allons-y, plongeons dans ce sujet pour vraiment comprendre les choix cruciaux qui nous attendent pour son avenir. Regardez bien ce chiffre, 50,7 milliards de dollars. C'est le coût annuel absolument stupéfiant de la corrosion des conduites d'eau. Et ça, c'est juste pour les États-Unis. On parle d'une véritable hémorragie financière silencieuse qui se produit juste sous la surface. Et elle est directement liée à la dégradation de nos infrastructures. La question est donc posée et elle est de taille. On fait face à un défi d'infrastructure monumentale qui nous oblige à penser complètement différemment. Il ne s'agit plus de planifier pour la prochaine décennie, mais bien pour le prochain siècle. Ok, pour bien saisir l'enjeu, il faut d'abord se pencher sur la nature de cette crise. Une crise qui se déroule juste là, hors de notre vue, sous nos rues et nos villes. Parce que la corrosion, attention, ce n'est pas juste un peu de rouille, non, c'est une défaillance systémique. C'est ça qui entraîne des ruptures de canalisation, des pertes d'eau gigantesques, des coûts de réparation exorbitants et, le plus important, de vrais risques pour la sécurité de l'eau qu'on boit. Et si on veut mettre un visage sur ce problème qui peut paraître abstrait, il suffit de se souvenir de la crise sanitaire de Flint, au Michigan. Au cœur de cette tragédie, qu'est-ce qu'on trouve? Des conduites d'eau en fonte, corrodées, qui ont libéré du plomb dans l'eau potable. Les conséquences ont été, et sont encore, dévastatrices. Bon, face à un problème aussi complexe, la solution, c'est souvent un changement de perspective. Il ne s'agit plus de penser uniquement au coût initial, mais bien d'adopter une vision beaucoup plus globale. Et c'est là qu'un outil bien précis entre en jeu. L'analyse du cycle de vie, ou ACV. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une méthode pour comprendre le véritable coût total d'un produit. Je dis bien total, c'est-à-dire de l'extraction des matières premières pour le fabriquer jusqu'à son élimination ou son recyclage. On l'appelle parfois l'approche du berceau à la tombe. L'image est assez parlante. Pour que ce soit bien concret, décomposons un peu. Tout commence avec l'extraction des matières premières, ensuite on a la fabrication en usine, puis le transport jusqu'au chantier. L'étape la plus longue, évidemment, c'est l'utilisation et la maintenance, et pour finir, la fin de vie, où le tuyau est soit jeté, soit recyclé. C'est la somme des impacts de chacune de ces étapes qui nous donne la vision d'ensemble. Voyons voir ce que ça donne en pratique. Alors maintenant, utilisons ce cadre d'analyse pour comparer les deux principaux matériaux qui s'affrontent pour l'avenir de nos infrastructures hydrauliques. D'un côté, on a le PVC, un matériau plastique moderne. Et de l'autre, la fonte ductile, l'héritière robuste de la fonte traditionnelle qu'on utilise depuis des siècles. Mettons-les face à face en suivant les étapes de leur cycle de vie. Et là, attention, on va bousculer une idée reçue. On pourrait se dire que le recyclage, c'est toujours la solution la plus écologique, non? Eh bien, la fabrication d'un tuyau en fonte ductile, même en partant de ferraille recyclée, demande beaucoup plus d'énergie que celle d'un tuyau en PVC neuf. C'est une question d'intensité énergétique du procédé de fabrication lui-même. Parlons un peu des émissions. La production de PVC est parfois associée aux dioxines. Mais comme ce graphique le montre bien, les données indiquent que sa contribution est en fait infime, moins de 0,09% si on la compare à d'autres sources bien plus importantes. Et ce qu'il faut savoir, même si ce n'est pas sur ce graphique, c'est que la production de fonte ductile, elle aussi, génère des dioxines. C'est donc un enjeu pour les deux matériaux. Mais la fabrication, ce n'est que le début de l'histoire. La partie la plus critique, c'est la longue phase d'utilisation qui peut durer un siècle. Et c'est vraiment là que les différences deviennent frappantes. Pour bien comprendre cette phase, il faut un concept clé, le coefficient de Hazen-Williams. Il faut l'imaginer comme un score de glisse. C'est simple. Plus le score est haut, plus la paroi intérieure du tuyau est lisse. Et donc, moins il faut d'énergie pour faire circuler l'eau dedans. Et ce tableau, il illustre parfaitement le point crucial. La surface du PVC est tellement lisse qu'elle obtient un score de 150, qui reste constant pendant un siècle. De l'autre côté, la fonte ductile, même avec son revêtement en ciment, finit par se corroder. Sa surface devient rugueuse, son score de glisse s'effondre et la friction, elle, augmente de manière spectaculaire avec le temps. Donc le point essentiel, c'est que cette friction qui augmente, ce n'est pas juste un détail technique, pas du tout. Ça se traduit directement en factures d'électricité plus salées pour les villes, année après année, et donc par une empreinte carbone plus lourde pour les générations futures. Choisir un tuyau, c'est en fait aussi choisir une consommation énergétique pour le siècle qui vient. Alors, qu'est-ce que toute cette analyse nous apprend? Eh bien, elle nous pousse à redéfinir ce que signifie vraiment le mot durable quand on parle d'une infrastructure aussi fondamentale. La durabilité, finalement, ça ne se résume pas à un seul critère comme le fait d'être recyclé. Non, un tuyau vraiment durable, c'est un tuyau qui est performant sur le long terme.
Ça veut dire qu'il résiste à la corrosion, qu'il garde une efficacité énergétique stable, qu'il demande peu d'entretien et qu'il est fabriqué de manière responsable. C'est tout un ensemble de performances. Au final, la véritable conclusion de tout ça, ce n'est pas de simplement déclarer un matériau vainqueur et l'autre perdant, c'est de réaliser qu'on doit changer notre façon d'évaluer les choses. L'approche du cycle de vie nous force à regarder bien au-delà du prix d'achat pour prendre en compte la performance, le coût et l'impact sur un siècle entier. Et ça nous laisse avec une question fondamentale. Quand on construit aujourd'hui, est-ce qu'on est en train de bâtir des solutions qui vont durer ou est-ce qu'on ne fait que transmettre nos problèmes et surtout leurs coûts à la génération qui viendra après nous ?